J'ai un peu situé cette communication dans un double cadre, hein, un cadre anniversaire et un cadre, celui d'une réflexion sur les cinémas et littérature. Je m'explique. Il y aura demain 39 ans, le 24 mars 1976, le général Videla, en Argentine, à la tête d'une junte militaire, prenait le pouvoir en renversant le gouvernement d'Isabel Perón pour instaurer une dictature qui allait se caractériser par un genre nouveau de répression, la disparition des opposants au régime dans des centres de torture disséminés dans Buenos Aires ou jetés du haut des avions dans la mer. De 1976 à 1983, année du retour à la démocratie avec le gouvernement radical de Raúl Alfonsín, l'Argentine allait ainsi connaître une des périodes les plus troubles et les plus noires de son histoire, période officiellement appelée par les militaires au pouvoir, je cite, processus de réorganisation nationale, aujourd'hui plus connu sous le nom de guerre sale. 4 juntes militaires allaient se succéder jusqu'en 1983. Le régime fut responsable de la mort ou de la disparition de milliers de personnes, les fameux desaparecidos, de l'exil des Argentins, puis ultérieurement de la guerre des Malouines avec la Grande-Bretagne. En 1984, la CONADEP, Commission nationale sur la disparition des personnes, dirigée par Ernesto Sabato, l'écrivain, établi par le gouvernement démocratique de Raúl Alfonsín, avait compté 8 961 cas de disparus sur la base des accusations formulées contre les militaires et consignées dans le dossier connu comme Nunca Más. Alors, je crois que c'est là. Les organisations des droits de l'homme ont quant à elles estimé à plus de 30 000 le nombre de disparus. 20 ans après le retour de la démocratie, on ignorait encore leur nombre exact. Un procès eut lieu sous la présidence de Raúl Alfonsín, mais les militaires furent ensuite amnistiés par le président Carlos Menem. C'est à la mémoire de ces disparus et sur la base des témoignages des personnes enfermées dans les centres clandestins de torture de Buenos Aires que sont consacrés les poèmes que publie Néstor Ponce en 2013 sous le titre Des apparences, Des apariencias, illustrés par les dessins de Guillermo Núñez et traduits par Monique Roumet. Dans le recueil de poèmes, la ville de Buenos Aires se livre à la fois sous l'aspect d'une cartographie de l'horreur, mais aussi du souvenir du bonheur. Et donc, c'est la période demain que sera célébré dans toute l'Argentine, enfin, d'une certaine façon, évidemment, ce coup d'État. Il y a des zones du Grand Buenos Aires où la mortalité infantile dépasse 30%, chiffre qui nous place avec la Rhodésie, le Dahomey ou les Guyanes. Les maladies comme la diarrhée estivale, les parasitoses et jusqu'à la rage, où les chiffres grimpent vers des records mondiaux ou les dépassent. Comme si c'était des objectifs désirés et cherchés, vous avez réduit le budget de la santé publique à moins d'un tiers de celui des dépenses militaires, en supprimant jusqu'aux hôpitaux gratuits, tandis que des centaines de médecins, de professionnels et de techniciens s'ajoutent à l'exode provoqué par la terreur, les bas salaires ou la rationalisation. Ce texte n'est pas extrait d'une étude sociologique sur la ville de Buenos Aires. Il est dû à un écrivain qui, au moment du coup d'État, accomplit un acte de rébellion mythique, désormais, mais héroïque, et qui constitue un témoignage direct sur ces événements. Je cite la lettre ouverte à la junte militaire de Rodolfo Walsh. Rappelons les faits. Le 24 mars, à midi, l'écrivain argentin d'origine irlandaise, Rodolfo Walsh, faisait parvenir aux rédactions des journaux argentins et aux correspondants des médias internationaux sa lettre ouverte à la junte militaire qui venait de s'emparer du pouvoir. Il y dénonçait le projet que les secteurs dominants avaient préparé depuis longtemps et que le coup d'État du 24 mars 1976 devait mettre en place sous le nom de processus de réorganisation nationale. Quelques minutes après, alors qu'il venait de poster son courrier, il était intercepté par un groupe de militaires appartenant à l'école de mécanique de l'armée, l'ESMA, qui sera l'un des principaux centres de torture clandestins de la ville. Afin de le capturer vivant, Walsh put échapper momentanément à l'enlèvement en se servant de son arme, mais il fut abattu et emporté agonisant vers une destination inconnue. Sa disparition en a fait un héros, porte-parole de la résistance à la junte, tandis que sa lettre ouverte se présente comme un long et implacable réquisitoire contre les hommes au pouvoir et leurs projets de société. Mais c'est aussi un acte fondateur comme l'antécédent de création future sur la dénonciation de la répression orchestrée par le régime et qui se manifesteront à travers le cinéma et la littérature, et dont le recueil de Néstor Ponce est la dernière et récente manifestation. Rodolfo Walsh présente encore Buenos Aires dans sa lettre en ces termes. Il suffit de marcher quelques heures par le Grand Buenos Aires pour vérifier la rapidité avec laquelle une telle politique l'a transformé en un bidonville de 10 millions d'habitants.
des villes à moitié éclairées, des quartiers entiers sans eau parce que les industries monopolistiques pillent les nappes phréatiques, des milliers de rues devenues un seul nid de poules parce que vous goudronnez seulement les quartiers militaires et ornez la place de Mai. La plus grande rivière du monde contaminée sur toutes ses plages parce que les associés du ministre Martínez de Hoz y rejettent leurs résidus industriels et l'unique mesure du gouvernement que vous avez prise est d'interdire aux gens qu'ils se baignent. Ce récit politique et apocalyptique de la ville qui, après avoir été le cadre principal de la répression, est à son tour devenu la victime de la dictature dans ses aspects sociologiques, humains, écologiques, est caractéristique ici dans sa formulation d'une écriture de la ville qui est aussi, je cite, une écriture de l'urgence. Mais d'une écriture de l'urgence qui prend, comme on le voit aussi, le temps de détailler posément la situation avant d'aller au sacrifice que Walsh avait dit que de toute façon, en faisant cet acte-là, il savait très bien à quoi il s'attendait. Parmi la production artistique sur ce thème, nous évoquerons ici seulement 2 films, un court-métrage ainsi qu'un texte. Je vais laisser évidemment de côté l'histoire officielle, parce que je n'ai pas le temps de parler de tout, et l'histoire officielle de Luis Puenzo, n'est-ce pas, 1985, qui raconte comment des enfants sont adoptés par des militaires, les mêmes militaires qui ont fait disparaître les parents. La première référence que je vais faire, elle concerne le film La Noche de los Lápices, La Nuit des crayons, réalisé par Héctor Olivera en 1986, qui raconte l'enlèvement et la disparition de 10 étudiants mineurs, en s'appuyant sur les témoignages de l'un des survivants. En septembre 1976, au cours des premiers mois de la dictature militaire argentine, en effet, 10 adolescents de la ville de La Plata sont enlevés et, je cite, portés disparus, c'est-à-dire en réalité torturés et assassinés. La plupart des victimes étaient des militants de l'Union des étudiants du secondaire de la ville de La Plata, au sud de Buenos Aires. Union péroniste qui sera dissoute par la dictature. Il faisait partie d'un groupe de 16 collégiens et lycéens qui avaient organisé des manifestations en septembre 1975 en faveur du transport gratuit pour les étudiants. Or, selon la CONADEP, la jeune de Videla, du général Videla, considérait cette revendication, je cite, comme de la subversion dans les écoles. Fin de citation. Cet enlèvement d'une dizaine d'étudiants mineurs par les forces de sécurité est une opération de répression illégale menée par la police argentine et un épisode de ce qu'on ne tardera pas à appeler la guerre sale. Ici, voilà le tableau qui était, enfin, la liste des victimes de la fameuse Nuit des crayons. Le film raconte leur histoire depuis le début des protestations étudiantes jusqu'en 80, mais est aussi une adaptation d'un texte, un texte de María Soerne et Héctor Ruiz Núñez, qui se présente comme une enquête et une exploration des souvenirs des parents et des amis, grâce aux cahiers et documents personnels de chacune des victimes, pour révéler leurs rêves et leurs attentes frustrées. La Noche de los Lápices, voilà le texte, n'est-ce pas, et l'affiche du film de Héctor Olivera. À sa sortie en 1986, le livre est immédiatement devenu un classique et a été traduit dans plusieurs langues, entre lesquelles l'allemand, l'italien, le portugais, etc., avant d'être porté au cinéma par Héctor Olivera. On y lit notamment comment 2 de ses étudiants, Claudia et Panchito, commencent à soupçonner les militaires d'avoir utilisé le billet de transport pour mieux détecter les étudiants rebelles et politiquement engagés. Panchito se sent suivi dans ses déambulations à travers la ville de son enfance, qui est maintenant devenue la ville de tous les dangers. Je cite María Soane. Peu de temps auparavant, il avait déclaré à sa grand-mère qu'il préférait vivre dans un quartier plutôt que dans le centre-ville. Sais-tu pourquoi, grand-mère? Parce que dans le centre-ville, si tu frappes à une porte, on te dit « attendez un instant », tandis qu'ici, on te dit « entrez ». Fin de citation. L'autre film connu et qui avait été projeté lors d'un festival espagnol, c'était Garaje Olimpo, que vous connaissez, film argentin de Marco Bettis, sorti en 1999, qui raconte l'histoire de Maria, qui sera également considérée comme disparue, mais qui en réalité a été emmenée dans un centre de détention clandestin appelé Garaje Olimpo à Buenos Aires. Elle y sera torturée puis jetée du haut d'un avion. Maria enseignait la lecture et l'écriture dans les bidonvilles de Buenos Aires tout en luttant contre la dictature argentine. Un matin, un escadron de militaires en civil l'enlève sous les yeux de sa mère et l'emmène au Garaje Olimpo, un des nombreux lieux de torture de la ville. Le responsable du centre confie alors son interrogatoire à un personnage qui était un de ses anciens prétendants, un certain Félix. Sa seule survie comme personne sera alors sa seule chance, c'est-à-dire cette relation qu'ils avaient eue auparavant. Marco Bettis a connu les geôles de la dictature argentine, ne devant son salut qu'à sa nationalité italienne. C'est un survivant du camp désigné sous le nom de Club Atlético, où il avait été détenu une quinzaine de jours en avril 1977 avant d'être expulsé vers l'Italie en raison de sa nationalité. Mario Bettis décrit ainsi son film.
Je cite, « Le film s'intéresse au micro-fonctionnement d'un garage-camp de concentration avec une ville au dehors qui continue sa vie de tous les jours, le haut et le bas. Nous avons voulu raconter comment une chose aussi aberrante a été possible. » Fin de citation. La présence de la ville sert ici de contrepoint à l'horreur. En évoquant la Coupe du Monde de football de 1978 en Argentine, le journal Le Monde rappela que le stade monumental se situait à quelques centaines de mètres de l'école de mécanique de la marine. Je cite une déclaration d'un des joueurs. « Plus tard, nous avons appris que c'était le principal centre de torture, déclarera le milieu Osvaldo Ardiles. Et je pense que quand nous marquions un but, tout le monde là-bas pouvait l'entendre. » Fin de citation. Cette situation d'un espace de l'enfer contigu à un espace du bonheur est l'un des leitmotifs des poèmes des apparences de Nestor Ponce, comme le suggère par exemple le titre de ce poème « Week-end sur la côte », où un prisonnier imagine les vacances de ses tortionnaires. J'entendais sous ma cagoule, je humais les verres levés, leur choc lent. L'officier partait en week-end, il a une famille, l'officier, des enfants, une épouse, une mère, et qu'il caresse tendrement. Il leur écrit, mais venait le lundi ou peut-être le mardi, ou était-ce mercredi matin. L'officier revenait, les toasts, les éclats de rire, les décharges, le déluge sur les pupilles. Autre référence que je voulais citer, c'est le texte de Cortázar, Graffiti. Graffiti qui a été tourné sous forme de court-métrage par Paco González et qui est basé sur le récit de Julio Cortázar, qui est une nouvelle extraite de Nous l'aimions tant, Glenda, en 82. L'action se passe durant la dictature militaire et raconte la relation naissante entre deux jeunes gens qui ne se connaissent pas et ne se verront jamais face à face, mais qui communiquent par le biais de messages graffitis que la jeune femme dépose sur les murs de la ville pendant le couvre-feu, prenant des risques. Une complicité qui s'établit entre eux avant qu'elle soit détruite par la police. Dans la nouvelle et dans le court-métrage, le protagoniste est un personnage solitaire qui se consacre donc à cette activité, faire des dessins sur les murs de la ville. Mais ces dessins sont aussitôt effacés par les fonctionnaires municipaux aux ordres du pouvoir. Un jour, il découvre à côté du sien un dessin dont il identifie l'auteur comme étant une femme. À une première réaction d'angoisse et de peur succède alors le besoin d'entrer en contact avec elle pour mieux la connaître. Mais les autres dessins commencent à apparaître, comme demandant une réponse au sien. C'est ce que fait le protagoniste, toujours dans l'espoir d'établir un contact avec la femme auteure des graffitis. Mais alors que cette femme est en train d'essayer de répondre à l'un de ses dessins, elle est arrêtée par la police. Témoin de la scène, il imagine alors le sort qui l'attend et après un temps d'hésitation, de doute et de désespoir, il décide de retourner sur l'un des lieux où ils avaient commencé à échanger des dessins afin d'en créer un autre. Il découvre alors un autre dessin à côté du sien. Il s'agit d'une réponse inattendue, d'un dessin horrible qui représente la destruction physique de la jeune femme, comme s'il s'agissait de son dernier message. À la fois message d'adieu et incitation à continuer son travail de création avec d'autres dessins. La fin du texte, que nous ne raconterons pas ici, est particulièrement réussie et pose de nombreuses questions. Dans ce récit, écrit en espagnol en 81, loin de l'Argentine, mais avec Buenos Aires au cœur, dans le cœur et dans l'esprit, on retrouve quelques-unes des principales thématiques de Cortázar. Le jeu, l'amour, le hasard et les sentiers sinueux de la création. On notera que la nouvelle est dédiée au peintre espagnol Antoni Tapies. Un peu dans sa continuité de ces thématiques, le poème de Nestor Ponce, note centre de détention clandestin pour Arana, janvier 1979, dit « Il l'emporte blessé, que penser de son silence à demi endormi, peut-être même pas morte, en veille captive, mienne, moite, cauchemar d'absence. Je te garde comme un repère sur une piste que griffe l'oubli, en ces nuits gâchées par l'abandon, sous le museau de la folie. Urgence mienne, lettre déchirée de la voix au vide qui s'arrête sur un port. Respire-t-elle? Et numéro énoncé ce souvenir des feuilles qui tombent l'une après l'autre après l'autre. Elle a été arrêtée hier lors d'un contrôle de routine. » La plupart de ces thématiques donc se retrouvent dans le recueil de poèmes que Nestor Ponce publie aujourd'hui pour garder la mémoire de ces temps où, je cite, « les loups avaient trempé leur gueule dans la rosée ». Fin de citation. Car il semble que les loups qui sont fréquemment cités dans des apparences sont aussi entrés dans Buenos Aires comme ils sont jadis entrés dans Paris. On se souviendra que la chanson de Reggiani, en fait de Albert Vidali, Louis Bessières, chantée par Reggiani en 67, « Les loups sont entrés dans Paris », est communément admise comme une allégorie de l'avancée de l'armée allemande et une ode à la résistance. Mais elle est aussi une allusion à la peste et au Moyen-Âge, comme on le sait.
Or, dans des apparences, l'écriture dit aussi la résistance, avec cette pudeur des mots qui la rend plus intense. Le titre même du recueil des apparences en témoigne. En effet, par la contraction, le mot disparition, sous-entendu omniprésent, n'est jamais prononcé, mais la charge émotionnelle n'en est que plus forte, car il y a une contraction de deux termes, disparition et apparence. Conséquence d'un crime aux apparences trompeuses qui rend d'autant plus insupportable l'absence. Si l'on observe les noms qui désignent les centres de torture clandestins ou de détention disséminés dans la capitale argentine et que reprend méthodiquement les 37 poèmes du recueil, on note la petite école, la perle, le repos, lequel évoque parmi d'autres, évoque des lieux de vacances liés à l'enfance ou au bonheur. On voit en effet que les apparences sont trompeuses, comme dans le poème Étoile dans le Rio de la Plata, qui évoque non pas une belle évocation poétique, mais une des pratiques les plus barbares de la dictature, celle des prisonniers jetés dans la mer du haut d'un avion. Rio de la Plata, avion militaire, septembre 1977. Chute, l'entaille s'ouvre vers le corps, va vers l'eau, un cri vers l'eau, tangue comme un carillon de lumière. Cette cartographie très précise de l'horreur, retracée poème après poème, chacun d'entre eux se référant à un lieu précis, ne cesse de poser cette interrogation sur une réalité à la fois double et impensable, tout en avertissant au détour d'un poème que demain, le prochain couloir de l'attente sera peut-être celui d'un, je cite, centre de détention clandestin près de ta maison demain matin, fermez les guillemets. Des apparences commencent par un hommage à l'un des maîtres de Nestor Ponce, l'écrivain Osvaldo Soriano, auteur du roman Il n'y aura plus de peine ni d'oubli de 1978, qui a été porté à l'écran également par Hector Olivera en 1983. Il raconte la lutte interne entre péronistes de gauche et péronistes de droite dans les années 70 en Argentine. L'œuvre de Soriano emprunte son titre à un tango célèbre de Carlos Gardel et Alfredo Lepera, Mon cher Buenos Aires, cité dans le premier poème de Des apparences. La chanson dit « Mon Buenos Aires chéri, quand je te reverrai, il n'y aura plus de peine ni d'oubli ». Dès le premier poème de Des apparences, donc, qui s'intitule « Radio allumée », la ville de Buenos Aires est présentée à travers les chansons de Gardel et de Lepera, renvoyant à toute une mythologie urbaine. Mais désormais, ce n'est plus pour renvoyer à cette mythologie urbaine de la capitale argentine à laquelle a participé le tango. C'est en réalité, la radio est allumée pour mieux couvrir les cris des gens torturés. Donc on lève le son. Tout en décrivant, le poème décrit la mort d'un grillon et donne le ton de l'ensemble du recueil en montrant comment se mêlent à la radio les échos de cette époque, les échos entre chansons, histoire officielle, discours des militaires, nostalgie et violence. Le tango est interrompu par un communiqué de l'agence militaire, tandis que de l'insecte coupé en deux, je cite, jaillit une fête de grillons, bêtes, oisillons, grenouilles, fleuves. L'expression ni oubli dit pardon lui fera écho dans le poème Objet personnel pour mieux condamner ces militaires qui, je cite encore, prenaient le thé dans la vaisselle des disparus. Fin de citation. Mais Des apparences, c'est aussi paradoxalement un hymne à l'espoir et à l'amour proportionnel à la violence de la répression. Car chaque poème garde aussi la trace des voix familières ou inventées qui peuplent la solitude carcérale. L'un de ces poèmes s'intitule « Moi aussi je me dicte à moi-même des lettres pour ma maman ». Tandis dans un autre poème, une mère s'étonne d'avoir pu porter un enfant dans des conditions de détention qui ont été les siennes. Je cite, « Comment a-t-il pu pousser parmi tant de fauves ?» fermez les guillemets, et continue de dialoguer avec lui dans les ténèbres. Et la ville, qui est elle aussi une disparue pour les victimes de la dictature, ne tarde pas à devenir cet espace extérieur qui représente l'unique souvenir du bonheur. Dans le poème Cheveux d'argent, titre d'un autre tango célèbre, Madre de los Cabellos de Plata, mère aux cheveux d'argent, de Montoro et Pedrero, les rues de la ville défilent dans le souvenir de la femme martyrisée. Elle sut qu'on la hissait comme farine tiède et ses pupilles implorèrent la pluie. Il y eut des ruses et des trains, des hirondelles et des matés et des tangos sous les tonnelles, et elle explosa 1000 fois comme une goutte emplie de lumière. Dans le poème Interrogatoire, le prisonnier a perdu, un autre poème qui s'appelle Interrogatoire, le prisonnier a perdu la notion du temps, mais la ville reste encore un point de repère. Il dit « Quand le brouillard s'allonge-t-il sur la ville ? À quelle heure ? Pourquoi les rues se vident-elles ?» Tandis que dans le poème La terre tremble dans les yeux, se trouve une des évocations les plus poignantes de la ville associée à l'absence et à l'amour. Centre de détention clandestin, Automotores Orleti, juillet 1976. Je l'ai connue, moi aussi, cette ville, celle de la belle promesse et du vent somnolent, comme ville nue de Buenos Aires, ta lèvre mordue au couchant et à la peur, tombant comme chèvrefeuille brisée, là où l'embouchure du fleuve était un ruisseau caressant les tessons de l'amour, et ça ne saigne pas, ça ne coagule pas encore. Cette ville peut-être n'existe plus, un cri, sa façon d'être ouverte ici, nue, tranchée d'habits militaires.
Dans un autre poème dédié à Rodolfo Walsh, qui s'intitule paradoxalement Ronde et qui invoque une chanson enfantine, on est surpris de voir le contexte tragique de la disparition que nous avons évoqué tout à l'heure signifié de cette façon. Centre de détention clandestin, ESMA, donc école militaire mécanique de l'armée, avril 77, à Rodolfo Walsh. Sur le pont d'Avignon, il fit une pirouette de rétine, pupille aticellaire dans l'œil entre le monde. Et dans le monde de l'œil, la peau est un port de présence. On voit l'écho de cette chanson sur le pont d'Avignon, qui est tout à fait incongru. Parce que des apparences, en fait, rappellent tous les discours de tous les disparus, qui ont été aussi des enfants et jusqu'à des vieillards, et donc tentent, à travers la voie politique, de recueillir cette mémoire de ces paroles. Et je dirais que cette allusion à Rodolfo Walsh est sans doute aussi là pour rappeler le vers d'un autre grand poète qui est récemment disparu à Mexico l'année dernière, le Juan Gelman, qui a eu une existence douloureuse, qui a connu l'exil, dont les enfants ont disparu, qui a cherché toute sa vie, sa petite fille qui était née en captivité, d'après ce qu'il savait. Cette allusion à Rodolfo Walsh donc, est aussi là pour rappeler sans doute ce très beau vers de Juan Gelman, je cite « L'espérance est un enfant illégal, innocent, qui distribue ses tracts en marchant contre l'ombre. » Fin de citation. Car le grand poète argentin récemment disparu est l'autre grande référence donc, de ce recueil qui imite un trait caractéristique de l'écriture de Gelman. Il y a un hommage de Ponce à Gelman. Vous avez vu ces barres obliques qui apparaissent. C'est ça qu'avait inventé Gelman dans sa poésie. Ces barres obliques qui ont été beaucoup commentées. On n'a pas le temps de le faire ici. Donc voilà, Gelman, exilé durant la dictature militaire, une grande part de son œuvre donc, est dédiée à ces questions d'exil. Enfin, je terminerai par une autre référence, un poème qui s'appelle « Poème du vieux Martin », bon, voilà, les jeunes, les enfants, les vieux, etc., où les villes sont la scène des autodafés qui réunissent dans un même poème le nazisme et la dictature militaire argentine. Poème du vieux Martin, centre de détention clandestin à La Perla, mai 1979. Les soldats s'abattirent sur la maison de Martine, défoncèrent les portes et autres ouvertures sur le monde. Contre le mur, ils mirent les livres, ils les mirent en joue. Contre les étagères, ils les placèrent, morts de courage. Les verres tremblotaient, ils tombèrent pesamment des étagères. Malmenés en perte d'octosyllabes, on les brûlait à Berlin, on les fusillait à La Plata. Alors, on dit que c'est une imagination poétique. Eh bien, non, il y a une réalité qui correspond malheureusement à cela, bien sûr. Pas en fusillant des livres, mais ces vers, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que ces vers font écho à une réalité délirante, celle qui voit le général Videla, chef de la junte militaire au pouvoir, ordonner aux évêques de retirer de la circulation la Bible latino-américaine, éditée en 1974 aux éditions Paulinas, dans une Espagne encore franquiste, qui était tolérée en Espagne. Censurons, dit Videla. Dans leur ouvrage, Maria Soaene et Hector Ruiz, que je citais tout à l'heure sur la nuit des crayons, rappellent cet événement et déclarent que l'évêque de San Juan avait, c'est l'expression, abierto el fuego, ouvert le feu, n'est-ce pas, déclenché cette décision, une semaine auparavant sur la Bible incriminée en déclarant, je cite, « La Bible latino-américaine est une imposture et une falsification marxiste. » Fin de citation. Si le poème de Nestor Ponce montre qu'en Argentine aussi, en d'autres termes, on a fusillé les livres et la culture, c'est sans doute aussi pour montrer à quel point il reste le symbole de la liberté d'expression et de la résistance. En conclusion, je rappellerai que dans sa lettre ouverte à la junte militaire, Rodolfo Walsh résumait la citation en des termes empruntés aux généraux eux-mêmes, par une allusion à une phrase de Nietzsche, mais détournée, disant Walsh écrit « C'est à la lumière de ces épisodes que la définition de la guerre, telle qu'exprimée par l'un de vos chefs, prend son sens final. Je cite, « Vous avez dit, la lutte que nous livrons ne reconnaît aucune limite morale ou naturelle, elle est menée par-delà le bien et le mal. » Fin de citation. Comme en contrepoint à ce sinistre projet, les poèmes de Désapparence, mais aussi d'autres œuvres, montrent au contraire la persistance du bonheur envers et contre tout, une soif effrénée de quête de bonheur et de liberté. Quand ils ne s'obstinent pas à maintenir un dialogue par-delà l'absence, les poèmes de Ponce cherchent toujours à regarder vers la lumière et vers la ville plutôt que vers le gouffre. Recueil pour la mémoire des disparus, Désapparence répertorie les dates et les centres de détention comme on l'a vu d'une dictature qui a été présente jusqu'au début des années 80 et a fait ainsi œuvre de mémoire.
On y voit comment la disparition concerne tous les âges, toutes les générations, des plus jeunes aux plus vieux, depuis l'enfant dans le ventre de sa mère jusqu'au vieillard de 83 ans. Des apparences concernent toutes les générations et leurs discours, tandis que symboliquement, le nombre des poèmes, 37, est un chiffre miroir pour garder à l'envers la mémoire inversée d'une des dernières années de la démocratie, c'est-à-dire 73. Les derniers poèmes du recueil portent en exergue le parcours urbain accompli par l'auteur lorsqu'il dut quitter l'Argentine pour la France après avoir connu cette période. Comme pour mieux associer la ville à un espace permanent de résistance et de liberté, une ville pour se reconstruire. La Plata, Mar de Ajó, Buenos Aires, Humaitá, Asunción, San Pablo, Rio de Janeiro, Muriqui, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Paris, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande. Je vous remercie. Merci beaucoup.